Allez, Dominique, on t'attend. C'est l'autre. Marrant. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce conseil de novembre. Et je cède directement la parole à notre directeur général pour le dépôt des dossiers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau les projets de résolution qui vous ont été communiqués via le portail du Conseil provincial et via Internet. Merci, Monsieur le directeur général. Je n'ai pas d'excusés. Personne. Donc, Élie, Roland et Brigitte auront un peu de retard. Denis et Michel, je vous remercie. Alors, je vous propose, comme il n'y a pas de questions orales et d'actualité, de procéder à l'appel nominal par vote électronique. Alors, vous avez vu que vous êtes entouré de caméras. C'est vrai que lors de notre session budgétaire, certains d'entre vous ont émis le souhait que nos conseils soient retransmis via la toile. Ce sera aujourd'hui un essai pour pouvoir, dès les prochains conseils, diffuser nos différents conseils provinciaux. Donc, ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas nouveau, Dominique. Bon, alors avant d'aborder notre ordre du jour, je vous propose, à la demande du collège, de faire un petit exposé sur le marché de l'électricité que nous avons décidé de lancer voilà quelques semaines et de vous donner un peu les résultats de ce marché. Coralie, peut-être un petit mot. Merci, Président. Bonjour à chacune et à chacun. Voilà, on profite évidemment de la séance du Conseil d'aujourd'hui parce qu'elle fait suite à notre dernière séance de collège que nous avons organisée exprès lundi matin pour pouvoir attribuer définitivement les lots du marché en question, mais pour pouvoir faire un point de manière détaillée avec vous. Vous savez que nous nous étions réunis au mois de septembre, spécifiquement également pour ce point, après un travail de longue haleine mené par le service du fonctionnement pour pouvoir affiner les demandes et les estimations de tous nos adhérents. Monsieur Roland, directeur du service du fonctionnement, va vous exposer le détail de cette procédure et du résultat qu'elle a donné dans quelques minutes. Mais bien sûr, derrière le marché lancé par la province de Luxembourg, ce sont des centaines d'adhérents qui en attendent des nouvelles. Une communication large vers chacun par rapport au lot qui le concerne est évidemment prévue, mais le collège
je trouvais important de pouvoir profiter du conseil d'aujourd'hui qui fait suite vraiment de quelques jours de l'attribution définitive de ces lots pour pouvoir vous en informer au mieux. Ce sujet est évidemment d'actualité. On sait que la crise énergétique, et on en a beaucoup parlé pendant notre conseil d'octobre avec le budget, touche chaque entité, chaque ménage et chaque entreprise de la province. Donc, on continue à être attentif à cette matière et aujourd'hui, on va vous présenter les détails de l'attribution de ce marché. Monsieur Roland, je vous passe la parole tout de suite. Merci Coralie. Merci beaucoup, Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis mandaté aujourd'hui pour vous présenter les résultats de la centrale d'achat relative à la fourniture d'électricité et de gaz pour la province de Luxembourg et les entités adhérentes intéressées de la province. Tout d'abord, donc, je vous propose de faire un petit rétro-planning de la procédure puisque le service provincial du fonctionnement est occupé avec cette procédure depuis le mois de juin 2022. Nous avons déjà réalisé une première visioconférence avec tous les adhérents et le consultant Schneider afin justement de déterminer quelles étaient les informations dont la province avait besoin pour finaliser le nouveau cahier des charges, étant entendu que le contexte est un peu particulier, les fournisseurs exigeaient de plus en plus d'informations et c'est pour ça qu'on est revenu notamment vers les communes pour savoir leurs projections en matière d'installation de nouveaux dispositifs photovoltaïques. Donc, nous avons collecté toutes les informations avec une date qui était prévue pour la fin du mois de juillet, le temps de faire quelques relances. Nous avons eu donc l'ensemble des informations et donc nous remercions la disponibilité des adhérents qui nous ont permis de présenter le cahier des charges à la séance du Conseil provincial du 30 septembre, où là donc on a lancé le marché par procédure ouverte avec publicité européenne pour un marché de 6 lots, dont les lots 1 et 6 concernaient spécifiquement l'intercommunal Vivalia. Le temps de la publicité européenne, l'ouverture des offres a eu lieu le 7 novembre 2022. Et donc là, nous avons analysé les offres et nous avions reçu le 7 novembre une offre pour 3 lots. Une offre donc qui émanait de la société Total Énergie, les 2 lots hôpitaux, donc lot 1 et lot 6, et le lot qui vous concerne plus spécifiquement, le lot 3 relatif à la fourniture d'électricité basse tension. Donc, lors de la séance du 9 novembre, le collège provincial a attribué ces 3 premiers lots et manifestement a dû prendre sur le plan stratégique une nouvelle position pour avoir l'attribution pour les 3 lots restants. Et donc, nous avons proposé une relance par une négociée sans publication préalable en raison impérieuse résultant d'événements imprévisibles. Et j'avais moi-même sondé l'autorité de tutelle pour avis préalable sur le procédé. Sachant que pour la parfaite information des conseillers provinciaux, la délibération du 9 novembre, conformément à l'article 2222, paragraphe 1er bis, alinéa 3 du Code, va devoir être soumis pour prise d'acte par le Conseil provincial, qui pourra notamment vérifier la motivation permettant justement de recourir à cette procédure spécifique. Alors, le cahier des charges a été approuvé le 9 novembre. La date de remise des offres était prévue pour le 18 novembre à 10 heures du matin. Le rapport d'examen des offres et l'arrêté a été préparé dans l'après-midi pour pouvoir assurer l'attribution du marché le 21 novembre à 10 heures pour présentation à la conférence locale des élus à Libramont à 11 heures. Ce qui nous amène aujourd'hui à cette présentation au Conseil provincial. Et évidemment, ce qui vous intéresse le plus, c'est le résultat en fonction des différents lots. Et donc, je vais commencer par le lot numéro 1 qui concerne les hôpitaux publics. Donc, c'est la fourniture d'électricité haute tension pour les hôpitaux publics. Je fais quand même un petit focus sur ce lot 1 puisque la province est actionnaire de l'intercommunal
Et je pense par ailleurs qu'il y a des administrateurs de l'intercommunal ici présents, donc susceptibles d'être intéressés. Alors là, la première particularité de ce lot 1, c'est que nous avons obtenu un marché, donc une offre pour les 3 prochaines années. Donc c'est une situation qui est relativement inédite puisque la plupart des pouvoirs adjudicateurs n'ont eu une offre que pour une seule année. Nous avons pu ici en obtenir une pour les 3 prochaines années. Et vous voyez donc la particularité, c'est qu'il y a une possibilité de fixation clic pour l'année qui suit. Ce qui veut dire, je vais vous expliquer, pour le 10 décembre de l'année 2022, vous pouvez fixer le prix qui va être appliqué pour l'année 2023. Vous pouvez même le fixer pour l'année 2024 et pour l'année 2025. Vous pouvez aussi fixer 25%, 50%, 75%, 100%. Et donc là, il appartiendra à l'intercommunal Vivalia, après conseil avec le consultant, d'élaborer une stratégie de fixation des prix. Donc c'est une possibilité, puisque là, nous avons obtenu, via le cahier des charges, ce système de clic. Alors, il faut savoir que j'ai fait une simulation ce matin pour le gaz. Il est possible, pour l'électricité ici, il est possible de fixer pour l'année 2023 à 320 € du mégawattheure. Il est possible de fixer pour 24 à 190 € du mégawattheure. Et il est possible de fixer pour 2025 à 157 du mégawattheure. Voilà, il ne m'appartient pas de faire la stratégie de Vivalia, mais disons que c'est une réflexion pour les finances de l'intercommunal. Ils ont cette latitude-là. Ça, c'est pour le lot 1. Et donc, vous voyez maintenant, non, je n'ai pas encore vu les prix actuels. Donc, à l'ouverture des offres au début du mois de novembre, vous avez dans le tableau le résumé all-in et le résumé électron. Le résumé all-in, c'est la facture globale de l'électricité. L'électron SCV, c'est la partie négociable de la facture d'électricité. Là, le prix obtenu est de donc 337,51 du mégawatt-heure. Et donc, par rapport au prix moyen de l'année 2022 en chiffre absolu, c'est une augmentation de 70%. Et donc, sur le plan budgétaire de l'intercommunal, il faudrait multiplier par 1,7 par rapport à l'année précédente pour confectionner ces budgets, sachant qu'ils ont la possibilité de fixer. Pour le lot 2, fourniture d'électricité de la haute tension, là, ça concerne les adhérents communaux. Ça fait partie d'un des lots pour lesquels nous n'avons malheureusement pas pu obtenir une offre sur les 3 ans, mais une offre variable pour l'année 2023. Donc, les tarifs sont à 100% flottants. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se pratiquer? Ça veut dire que tous les mois de l'année 2023, le fournisseur va, sur base des prix journaliers, additionner pour avoir un prix moyen mensuel. Ce prix moyen mensuel janvier sera pratiqué pour l'ensemble de la facture janvier. Février, pareil. Mars, avril, mai, juin. Donc, à l'heure actuelle, les prix que vous voyez là à 405,63 du mégawatt-heure, ce sont les prix arrêtés à la date d'ouverture des offres, c'est-à-dire que c'est tout à fait hypothétique. Alors moi, ce que j'encourage en qualité, si vous devez projeter sur le plan budgétaire pour votre budget, c'est de tenir compte de l'augmentation qui va vous être présentée et alors, en cours d'année 2023, de profiter lors de l'approbation des comptes et de la première modification budgétaire, sur base des communications mensuelles, d'adapter les crédits à la hausse ou à la baisse. C'est impossible de faire autrement. Quel que soit le pouvoir adjudicateur, que ce soit l'État fédéral, que ce soit la région, vous n'aurez donc pas d'autres possibilités pour prévoir à ce niveau-là.
Donc, vous voyez 405,63 par rapport au prix moyen de l'année 2022, une augmentation de 154%. Et donc, ça veut dire que vous devrez alors multiplier les prix par 2,54, sachant que par rapport à ce qui avait été présenté par le consultant Schneider au début du mois de septembre, sa prévision était d'un coefficient de 3,30. Donc ici, on est à 2,55. Donc si vous multipliez vos données 2022 fois 2,55, vous partez sur la base actuelle et vous adapterez en cours d'année. C'est la seule possibilité. Alors pour le lot 3, pardon. Ouais. Voilà, lot 3, fourniture d'électricité basse tension, c'est vraiment ce lot-là qui concerne les adhérents et qui différencie tous les autres pouvoirs adjudicateurs qui n'ont obtenu qu'une formule variable. Ici, la province de Luxembourg a pu bénéficier d'une formule CLIC d'une durée de 3 ans pour l'électricité basse tension. Ça veut dire que pour les 2150 points de fourniture de basse tension, les différents adhérents pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, et en collaboration avec la province et le consultant, d'une fixation. Ça veut dire qu'ils pourraient avoir une projection budgétaire claire pour 23, 24 et 25. Et donc là, c'est le même ordre de grandeur. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir que pour 2024, l'offre Total Énergie, vous pourriez fixer à 201 € du mégawattheure et 173 pour 2025. Alors, je ne sais pas prédire l'avenir, mais ça peut être bien, ça peut être mal, mais vous avez cette faculté-là. Et donc, vous avez la possibilité aussi d'avoir une prévision sûre pour votre budget 2023, en basse tension. Donc ici, le prix tel qu'il vous est présenté, c'est un prix arrêté à la date d'ouverture des offres. Donc si vous ne faites rien, vous aurez du variable. Si vous cliquez 25, 50, 75, 100, au moins pour cette partie fixée, c'est du fixe. Applicable toute l'année. C'est ce qu'on appelle un marché forward. Ça veut dire que vous arrêtez le prix à une date avec une livraison différée. C'est votre choix. Et c'est le choix des adhérents de la province avec le consultant en énergie. Et donc là, vous voyez que par rapport au prix moyen de l'année 2022, on a 83%. Donc, la base pour vos calculs budgétaires, ce serait 1,83 le coefficient, sachant que ce qui a été présenté par le consultant était de l'ordre de 2,44. Et donc là, je pense que dans les tout prochains jours, la stratégie devra être arrêtée pour voir est-ce qu'il faut fixer ou non et la part à fixer pour les budgets 23, 24 et 25. On peut passer alors au lot 4. Donc là, le lot éclairage public, qui est donc le lot le plus compliqué à attribuer. Pourquoi est-ce que c'était le lot le plus compliqué à attribuer? C'est parce qu'entre le moment où le cahier des charges a été approuvé et la procédure en tant que telle de dépôt des offres, de manière tout à fait intelligente, les communes ont décidé de limiter leur consommation en éclairage public de minuit à 5 heures du matin. Vous, c'est une stratégie qui est tout à fait intéressante pour les finances, mais les fournisseurs n'aiment pas le risque. Et donc, eux, ils ont paniqué. Ce qui veut dire qu'ils sont extrêmement, réticents à remettre des offres pour l'éclairage public. Et donc, dans le cadre de la remise des offres, nous avons ferraillé pour obtenir une offre. Et à ma connaissance, toutes les intercommunales, notamment du Hainaut, n'ont pas nécessairement d'offre. Donc, ça veut dire que la province a obtenu une offre en éclairage public, toujours bien évidemment à des conditions variables 1 an. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas moyen de fixation. Donc, vous serez dépendant tous les mois de l'année 2023 des fluctuations à la moyenne pondérée mensuelle. Donc, les factures changeront de prix tous les mois. Et donc, tous les mois, le service du fonctionnement communiquera aux entités adhérentes, éclairage public, voilà le prix qui vous sera pratiqué.
Et vous ne pourrez pas tenir compte de janvier, est-ce que ce ne sera pas la même chose en février, ni en mars, ni en avril. Et donc ici, la proposition qui est indiquée, ben voilà, à la date d'ouverture des offres, on est de l'ordre de 154% d'augmentation. Donc vous devriez, dans un premier temps budgétairement, tenir compte d'un coefficient de 2,54, sachant que ça reste hypothétique. Et vous voyez là par rapport aux prévisions du consultant, qui était lui de l'ordre de 2,64. Vous voyez là que la différence est très peu, je vais dire, importante, du fait que manifestement il y avait une inquiétude des fournisseurs d'électricité au niveau de l'éclairage public. Pour le lot 5 maintenant, fourniture de gaz naturel, là aussi c'est un marché qui a été attribué pour une durée d'un an, toujours à Luminus, avec des prix 100% flottants variables. Ça veut dire que c'est la même logique que celle qui prévaut pour le lot 4 que je vous ai présenté. Et donc là, par rapport au prix moyen 2022, l'augmentation est de l'ordre de 236%. On voit bien que le gaz subit une augmentation plus importante à ce niveau-là. Et donc, pour la détermination du budget, partez sur un coefficient de multiplication de 3,36, sachant que lors de la présentation du consultant, on était de l'ordre de 4,5. Et enfin, le dernier lot, fourniture gaz naturel pour l'hôpital Vivalia. Donc là aussi, toujours la solution favorable pour l'intercommunal, puisque nous avons pu obtenir l'attribution du marché pour une durée de 3 ans, avec possibilité de fixation clic, comme je vous ai présenté pour le lot 1, avec ici les prix que nous avons obtenus, donc toujours le all-in, molécules et transport, ça veut dire pour le gaz et électrons. Donc la molécule, c'est la molécule gazière au lieu d'électrons, et le transport, là, dans les calculs, sont intégrés au niveau de ce lot-là. Et donc, vous voyez qu'on passe de 39,87 à 130,84, une augmentation de 226%, donc coefficient pour les budgets de 3,26, alors que manifestement, le consultant, je vérifie, nous avait annoncé une augmentation de l'ordre de 4,96%. Donc voilà pour la présentation des différents lots. Vous recevrez donc dans les tout prochains jours les courriers qui vont vous informer des différents tarifs, des personnes de contact chez Luminus et chez Total Énergie. Toutes les informations seront présentées également sur le site internet de la province de Luxembourg, qui est donc en accès libre, et la rubrique e-plateforme supracommunale. Et voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour des questions ou des précisions. Merci, Monsieur Roland, pour cette présentation très détaillée. Voilà, y a-t-il des demandes de précision sur cette présentation? Guirec. Oui, merci. Bon, c'est assez compliqué, mais je crois que la présentation était quand même assez compréhensible pour un sujet compliqué. Ce que je voulais demander, c'était est-ce que une fois qu'on adhère à cette centrale d'achat, est-ce qu'on peut se retirer à un moment en disant ben voilà, les prix de l'énergie ont tellement varié que ça vaut plus la peine, un peu comme ça se passe pour les contrats individuels? Non, clairement non. L'attention qu'ici, de toute façon, pour 3 lots sur 4 qui concernent les communes, on est parti pour un an. Ça veut dire que la suite de la procédure, on reviendra vite devant le conseil provincial pour relancer des marchés pour ces 3 lots-là. Dans quelques mois, je vais quasiment dire avant la fin du premier semestre, on sera contraint de reparler d'énergie au conseil provincial. Et à ma connaissance, d'après les derniers contacts que j'ai eus avec Total, ils seraient de plus en plus frileux pour repartir sur 3 ans. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, ils risqueraient de ne plus admettre que des centrales d'achat d'une période maximum de 2 ans. Ici, ça nous arrangerait puisqu'on collerait avec la réalité, mais
à l'avenir, je ne suis pas convaincu qu'on pourra continuer à 3 semaines. Merci. Merci. Élie. Oui, Président, moi aussi, je voudrais remercier M. Roland pour sa présentation, qui, en tout cas, en ce qui me concerne, me semble vraiment très claire. Évidemment, le problème que l'on va avoir dans nos communes, où on n'a pas vraiment de conseiller stratégique par rapport à cette problématique, c'est de savoir si on va cliquer ou pas. Je crois que c'est la question essentielle. Alors moi, je voudrais savoir si du côté de la province, vous avez déjà pris la décision. Vous cliquez ou vous ne cliquez pas? Ce serait déjà un élément important dans mon raisonnement. Je ne sais pas pourquoi, mais... Coralie. Merci. Ce qui serait sans doute aussi l'idéal, c'est que la province puisse cliquer pour l'ensemble des adhérents et qu'on puisse de manière cohérente poursuivre la gestion du suivi de ce marché. C'est en tout cas ce qu'on se propose de faire, avec à la fois le consultant, la surveillance au niveau du service des prix au quotidien et cette veille qui est effectuée vraiment pour rendre le meilleur service possible aux communes. Et donc, l'idée, ce serait que tout le monde fixe le prix pendant 1 an. Mais donc, par rapport au lot 3, en tout cas pour la basse tension, qui est le seul qui va être concerné par cet aspect de clic pour le 10 décembre de de cette année-ci pour l'année prochaine, effectivement, si la décision, on peut en discuter aujourd'hui bien sûr, mais si la décision était coordonnée et cohérente, nous pensons que ce serait la meilleure option. Donc, simplement, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que c'est vraiment important. En tout cas, au niveau des collèges, ce sont les collèges qui vont décider. Je crois qu'il faut vraiment que... Enfin, nous, on a bénéficié de la présentation à la clé, on bénéficie de la présentation aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que je comprends, parce qu'on m'a déjà expliqué 2 fois. Donc, c'est bien. Moi, j'ai bien peur que dans les communes, je ne sais pas comment ça va fonctionner, puisque moi, il a fallu deux exposés, et encore, on a exposé, Donc, dans les communes, on va recevoir un courrier. Donc, si j'avais reçu un courrier, je n'aurais pas compris. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit clair dans les explications? Parce que dans les collèges, ça va patiner, dans certains collèges, ça va patiner. Donc ça fait aussi rapport à ce dont j'ai parlé lundi à l'occasion de la clé. C'est vrai qu'il y avait une quinzaine, 16 bourgmestres qui étaient représentés sur les 44. Mais évidemment, le service du fonctionnement dispose d'un réseau qui sont les contacts directs au niveau des services des marchés publics ou du service comptabilité et finances dans chaque commune. Donc ces personnes, en plus du courrier qui va être adressé au collège, vont recevoir un email avec les informations. Moi, ce que j'avais proposé également, c'est qu'une visioconférence puisse être organisée pour faire finalement la même présentation résumée que celle qui a été faite lundi ainsi qu'aujourd'hui, et que comme ça, à la fois le consultant et le service du fonctionnement puissent répondre aux questions pratico-pratiques des communes, des CPAS, de nos intercos. Il y a aussi les fabriques d'églises, des ASBL, des musées, des attractions touristiques. Voilà, c'est en fonction évidemment des opérateurs. Et je pense que si les personnes dans les communes ont les bonnes informations et les réponses aux questions, il y a aussi une partie des adhérents qui vont s'adresser en cascade à la commune plutôt qu'en direct à la province. Mais comme ça, on s'assurera que l'information est passée du mieux possible. Et si possible avant le 10 décembre, du coup, parce que c'est la date fatidique pour le clic. Okay, et on s'occupe de la même chose avec l'intercommunal Vivalia, évidemment, étant donné que l'intercommunal bénéficiera de l'accord cadre à 3 ans. 10 décembre, donc il faut qu'on regarde dans nos collèges. Aux communes de désigner, oui, si c'est quelqu'un du collège ou si c'est quelqu'un qui est au service marché public ou comptabilité pour ça. Je dis pas le contraire, mais la décision, elle est venue du collège, donc il faut qu'on fixe un collège avant le 10 décembre qui décide de ça, quoi. Voilà, c'est tout. Vous pouvez compléter. Et en fait, attention que sur le plan, je comprends, moi, les desiderata des communes, etc., mais sur le plan fonctionnel, ce ne sera pas possible. Il n'y a qu'une seule, mais il faudra mettre en place un modus operandi parce que le problème qu'il y a de fixation, c'est un problème de timing. Ça veut dire que, par exemple, j'ai fait une simulation tantôt, j'ai envoyé la demande à 11h55 et vous pouvez fixer jusqu'à 12h10. Vous avez 15 minutes pour fixer. Donc, si vous ne fixez pas dans les 15 minutes, vous devrez demander une offre. Ça veut dire que venir vers les communes, avoir la réponse des adhérents et me dire « je fixe »,
honnêtement, ça, c'est tout à fait irréaliste. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, si j'ai quelque chose à conseiller, c'est qu'il faudra une délégation vers la province en leur faisant éventuellement confiance, en disant avec le consultant, il nous semble qu'il soit... donc, Ça s'est passé comme ça jusqu'ici. hein. Ouais. Il n'est pas possible... C'est de pas songer. différent par rapport au marché précédent. C'était déjà le service du fonctionnement qui procédait au clic pour les communes. Ça, il faudra... Ok, ça s'arranger. va, mais je suis un peu... Ok, d'accord, pas de problème. Pardon? Oui, mais, C'est ce qu'en tout cas, nous, on propose de faire. mais Cédric, tu vas organiser le clic quand, toi? C'est-à-dire que c'est là qu'il faut savoir, c'est qu'on est en contact permanent avec le consultant. Le consultant nous téléphone, ah super, pour l'instant ça diminue. Mais à 5 minutes près, le prix change. hein. Ça veut dire que moi j'ai fait une simulation, il était à 190,76, 5 minutes après il est à 201. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que voilà, la capacité de réaction, elle est là. Mais le problème, c'est qu'on ne fixe pas, les cotations boursières ne fixent pas en samedi et dimanche. Donc, ce n'est qu'en jour ouvrable. Donc, ça veut dire, voilà, donc, on peut, de toute façon, si vous ne fixez pas avant le 10 décembre, c'est fini. Il n'y a pas de congé avant le 10 décembre. C'est la date Non, limite. Oui, donc Olivier dit quid des congés. Donc je dis il n'y a pas de congé avant le 10 décembre, hormis les week-ends, mais vous avez répondu. Par contre, le clic n'intervient pas pour le contrat, pour les lots qui n'ont pas obtenu d'offre à 3 ans. Le clic, il intervient pour les 3 lots qui ont une offre à 3 ans, parce qu'on va cliquer avant le 10 décembre 2022 pour le prix 2023. Les 3 autres contrats qui sont sur des durées d'1 an, le prix sera fixé mensuellement. Mais là, voilà. Non. Minimum. Francis. Oui. Mais disons, c'est une réflexion générale. Il y a une chose qui m'étonne, c'est notamment en ce qui concerne les remises de prix de Total Energy, qui est quand même une multinationale française. Ce sont des offres sur 3 ans, un prix fixe, avec une augmentation par rapport à 2022. Si je regarde au niveau hôpitaux, haute tension, 70%. Si je regarde notamment en matière de basse tension, c'est une augmentation de 83%, prix fixe sur 3 ans. Et si je vais voir au niveau gaz naturel hôpitaux, c'est également Total Energy qui a le meilleur rapport qualité-prix. Alors, je me pose quand même la question suivante. Luminus, dans mon esprit, et je fais peut-être erreur, c'est un opérateur 100% belge qui finalement a des conditions d'offres qui sont quand même beaucoup moins intéressantes que Total Energy. Oui, 100% français. Il y a des actionnaires chez Luminus, notamment des anciens actionnaires intercommunaux liégeois, etc. Mais attention que, ici, quand on dit 100% fixe, non. On a une possibilité de fixer. Si vous ne fixez pas la totalité, on vous appliquera la même méthode que celle pour les prix variables. Vous pouvez fixer une partie, 50, 75. Voilà, le prix qui est marqué ici, c'est le prix à l'ouverture des offres, les 1,83. Ça change tous les jours, donc peut-être qu'on va fixer avec une condition plus favorable ou moins favorable. Voilà. Ben, je ne sais même pas dire plus vite, parce que vous pourriez décider le 5 décembre et que le 7, ce soit moins cher. Mais, Ah oui. oui. Mais, donc, chez Luminus, tous les mois, le prix peut être ajusté. Il va être ajusté. Il va être ajusté. Pour les 3 Tandis que chez marchés à 1 an. Total Energy, ce sera tous les ans ou... Non, ça veut dire que si vous cliquez, la partie qui a été cliquée va s'appliquer toute l'année. Toute l'année. Si par exemple vous cliquez 50%, 50% de votre facture énergétique sera un tarif fixe, Fixe, les voilà. 50 restants sera variable. Ah, voilà. Ah ben. Voilà, Donc, c'est une fameuse gymnastique. Hein. on peut dire ça. Oui, c'est une surveillance permanente en tout cas et ça nécessite vraiment beaucoup d'attention. plaît. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est adjoint les services d'un consultant pour pouvoir aussi partager les avis. Philippe, C'est assez ben, effrayant. depuis que j'ai cliqué sur micro, il y a
quelques questions que je voulais poser, qui ont été posées et les réponses qui ont été apportées. Mais voilà, moi je note aussi comme Élie qu'il y ait 1 ou 2 séances d'information vers les communes et vers les services financiers des communes, parce que je pense que j'ai compris une partie, mais probablement pas tout non plus, puisque c'est ma première séance d'information. La deuxième, l'année de référence que vous prenez, c'est 2022. Moi, j'aurais bien aimé, puisqu'on sait que c'est des prix très élevés, peut-être une comparaison sur les 5 dernières années, 2020 n'étant pas une bonne année non plus, ou 2021 une moyenne. Ce serait peut-être intéressant de voir où on va, où on est, d'où on vient. Et la dernière, moi, non, je me doute bien que les fournisseurs ne prennent aucun risque. Je suis naïf ou j'ai rien compris, mais je m'attendrais à ce que dans les prochaines années, on retrouve un peu des prix plus correct, jamais bien entendu les prix très bons qu'on a connus. Mais ici, je constate que par rapport à une moyenne de 2022 qui est très élevée, on continuerait, mais je sais que c'est plus nuancé que cela, à avoir des prix plus élevés. Oui, en fait, pour 2022, il faut un tout petit peu nuancer parce qu'on avait fixé, on avait cliqué fin 2021. Donc, on avait cliqué au moment où la situation était encore particulièrement favorable, avant que la Russie n'attaque l'Ukraine. Et donc, la moyenne 2022 reste une moyenne qui est bonne, très bonne. Maintenant, si vous prenez 21 et 20 au niveau du gaz, on a cliqué à 16 € du mégawatt en 2020 et à 20 en 2021. Donc, voilà. Maintenant, croire qu'on va retourner à cette situation-là, c'est impensable. Oui, bien sûr. Impensable. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, on est parti pour 10 ans. Moi, indépendamment de ce que pense le consultant, s'il ne fallait que mon avis, je cliquerais pour les 3 années. Mais je ne suis pas spécialiste de l'électricité, mais je suis neutre, tandis qu'un consultant a contact avec les fournisseurs tous les jours. Merci. Merci. Olivier. Olivier. C'était pour les congés. Voilà. Benoît. Oui, merci Président. Donc, merci en tout cas pour l'administration, pour le travail accompli. Donc, on en prend bonne note. Moi, je n'étais pas à la réunion de la semaine dernière, enfin de cette semaine-ci. Donc, on fera passer le message dans notre collège. Mais donc, ce débat-là, si on l'a, c'est parce que on est dépendant du gaz finalement. Et donc, c'est parce que peut-être des mauvais choix stratégiques en termes d'énergie ont été faits à une autre époque. Mais voilà, ce n'est pas évidemment le débat ici et ce ne sont pas nos compétences. Mais je crois que ça mérite quand même d'être dit. Le nucléaire a quand même un intérêt, c'est de ne pas d'être faible émetteur en CO2. Je vois que Monsieur Demul a débranché le détecteur de CO2 d'ailleurs. Mais donc voilà, et il faut quand même le dire. Hein, donc le nucléaire a quand même des avantages et permettrait peut-être de disposer d'une énergie à coût sans doute nettement moins élevé que ceux que vous avez cités tout à l'heure. Voilà. Mais nous ne ferons pas le débat ici. Merci à chacune et à chacun pour... oui, Vincent? Oui, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, je n'ai pas entendu tout le débat, mais de ce que je comprends, les choix vont être difficiles et nébuleux, et je ne pense pas que chacun des collèges, chaque conseil d'administration va pouvoir le faire. C'est toujours risqué de faire des prévisions. Personne ne voudra en prendre la responsabilité, mais je crois qu'il faut quand même venir vers les communes avec un avis. Hein. Si pas une recommandation qui serait trop forte du point de vue de la responsabilité, je crois qu'il faut clarifier les choses en disant, ben voilà, notre avis, c'est ça. J'en ai entendu un là maintenant qui est de dire, moi, je cliquerai tout de suite pour 3 années au prix là. C'est un avis. Et je crois qu'on a besoin de ce genre d'avis parce que croire que chaque collège va pouvoir mener la réflexion, c'est difficile. Et personne ne vous reprochera après si on voit que dans 3 ans, tout a plongé, tant pis. Et je ne crois pas que c'est une énorme responsabilité. Oui, c'est une responsabilité, mais si vous la présentez comme ça, non pas comme même une recommandation, mais comme un avis, ça peut être à la fois pas trop engageant, mais quand même éclairant pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité même d'avoir le débat qu'on a aujourd'hui.
Je ne sais pas dire à quel moment de la présentation ou de ma première partie de réponse tu es arrivé, mais c'est quelque chose dont on vient effectivement de discuter au niveau, en tout cas, des 3 lots pour lesquels il y a cette question du clic pour le mois de décembre par rapport à l'année prochaine. Parce que il y a 3 lots pour lesquels, de toute façon, on va être en variable mois à mois et dans lequel cette discussion du clic et de la responsabilité n'intervient pas. Donc, ce que la province propose de faire, c'est effectivement de prendre tous les avis et de faire la veille pour pouvoir choisir le meilleur moment d'ici au 10 décembre pour cliquer. Ce qui va aussi falloir faire, c'est savoir si on clique pour 25%, pour 50%, 75% ou 100%, pour voir si on prend un risque sur une partie uniquement de la facture ou si on met l'entièreté de la facture par rapport à un prix fixe et ne pas se laisser la marge par rapport à de la variabilité. Sur l'information aux communes, là, on était plutôt sur une discussion de dire quel est le résultat global de l'appel qui a été lancé, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça va se passer au quotidien pour tout le monde à partir de demain, en fonction du lot dans lequel chacun se trouve, hein, parce que tout le monde n'est pas dans tous les lots et il va falloir faire preuve de pédagogie et que ce soit par le courrier que j'ai sous les yeux et aussi au niveau des vidéoconférences qu'on va pouvoir organiser, pour justement suivre ça, parce que on va le faire maintenant et puis on va sans doute le faire de nouveau dans 3 à 6 mois quand il va falloir redemander à chacun l'estimation de sa consommation pour l'année 2024 pour pouvoir de nouveau essayer de coller au mieux avec un montant attendu par rapport à un nouveau marché à relancer pour pouvoir toujours coller au mieux à la sécurité attendue ou demandée, je ne sais pas comment il faut dire, par les fournisseurs potentiels pour recevoir une offre. Parce que la bonne nouvelle, et je tiens à le souligner dans la fin ici de la discussion, c'est effectivement qu'il y ait des offres pour les silos. C'est malheureusement pas le cas de nos collègues dans d'autres provinces et donc il faut vraiment pouvoir aussi travailler au mieux pour garder cette cohérence. Alors, il y a une question qui se pose maintenant qui est moins impactante, mais c'est les budgets. On est en train de faire nos budgets un peu partout. Donc, celui de la province est acquis, celui de Vivalia, on ne va pas le changer non plus. Mais chacune des communes, eux, ils ont encore la possibilité de l'adapter. Et ils sont quand même en recherche de savoir s'ils multiplient par 2, par 3. C'est ça. Donc, tous les coefficients sont précisés lot par lot. Et alors, des mises à jour seront évidemment réalisées au mois par mois en fonction de quand les comptes 2022 arriveront aussi dans les communes et de quand vous ferez vos premières modifications budgétaires pour voir s'il faut rectifier le tir. Les dernières estimations qui avaient été données, c'était celles du 30 septembre 2022 que vous aviez eu aussi avec les estimations du consultant. Ça a permis à ceux qui font leur budget entre août et novembre de pouvoir avoir une température, on va dire, mais ça va s'affiner évidemment au fil des semaines et des mois et tout le monde va recevoir les informations de la date d'attribution par courrier lundi. Ok, parfait. Merci. Ça va? Je propose également que l'exposé qui nous a été présenté aujourd'hui soit bien sûr. Posté sur le portail. Dominique? Oui, ben c'est simplement pour préciser, parce que Vincent vient d'en parler, mais j'ai l'impression quand même, et je m'adresse à Stéphane et à Coralie, que justement par rapport à Vivalia, les nouvelles sont évidemment pas bonnes. Hein. On est bien d'accord qu'on est vers une augmentation, mais par rapport à ce qui était budgété prévu, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Oui. Donc il faut quand même aussi que ça soit su et relayé. Donc, il y a déjà eu un contact en direct, il y a déjà eu une visioconférence hier matin. Et alors maintenant, on met en place les modalités pratiques, comme M. Roland l'a dit à la fin de son intervention sur clic ou pas clic, pour voir qui fait quoi d'ici au 10 décembre, pour être vraiment dans le concret par rapport au choix. Là aussi, on devra se prononcer à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, il y a déjà eu des échanges. Donc, on a fait le collège lundi pour attribuer. Mardi, le consultant prenait contact et jeudi, la réunion avait eu lieu. Donc, oui, mais c'est bien. Voilà. C'est très bien. Ça va? Ouais, merci. Je t'en prie. Merci. Oui, donc c'est ça, dans l'ensemble, on peut, et on sait, voilà, la situation est complexe et les prix flambent, mais c'est vrai qu'on peut se réjouir quand même que grâce à ce marché, on a quand même des perspectives qui sont plus positives, en tout cas moins négatives que ce qu'elles étaient lors de la confection notamment du budget provincial ou de Vivalia. Voilà, mais c'est sûr que tous les adhérents au marché et à la centrale d'achat, je pense qu'ils ont fait confiance à la province justement dans le fait d'adhérer à ce marché. Je pense qu'elles doivent continuer à faire confiance par rapport au mécanisme de fixation des prix. Comme on l'a dit, voilà, c'est un travail qui a été fait consciencieusement avec un suivi du marché à l'heure, heure après heure, et donc avec un consultant. Donc, je pense que là,
ce serait bien évidemment que chacun aussi continue à faire confiance à la province. On voit que les prix qui sont proposés sont quand même moins graves que ce qui était au départ prospecté. Et aussi, l'important, c'est voilà, on a eu quand même des offres. Donc, j'espère que ce sera aussi le message que l'on veut délivrer à tous les pouvoirs adhérents. Merci. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour de notre conseil, je vous propose d'approuver les PV des 21, 24, 25 et 26 octobre, réunion donc de notre session budgétaire. Y a-t-il des remarques sur ces PV? En l'absence de remarques, je considère qu'ils sont approuvés et je vous propose de passer tout de suite au point 2A1. Oui. Ça chauffe. Alors, la première proposition concerne le remplacement de Madame Marie Neu, démissionnaire du Céréales. Et on vous propose ici Monsieur Jean-Claude Willem pour la remplacer. Y a-t-il des remarques sur cette proposition? On peut passer au vote. Vote, s'il vous plaît. Je crois que Michel votait. Je l'ai bien vu, Michel. Voilà, fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. Point suivant, on vous propose d'adopter les documents portant instauration de la pension complémentaire en faveur des membres du personnel provincial contractuel et de désigner un représentant à l'Assemblée générale du fonds de pension. Stéphane. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour rappeler, donc vous avez reçu au bureau le ruban blanc, mais qui n'est plus matérialisé par un ruban, mais par un pins dorénavant. Donc rappeler quand même l'importance de la campagne contre les violences exercées à l'égard des femmes qui est lancée aujourd'hui et jusqu'au 6 décembre, et donc avec plusieurs actions provinciales notamment. Alors, le point qui nous occupe ici concerne donc la centrale, le marché, pardon, pour le second pilier de pension. Vous vous rappelez que donc la province a souscrit un second pilier pour le personnel contractuel déjà depuis 2019, que ce marché donc avait été attribué à Etias Belfius qui a décidé d'y renoncer à partir du 1er janvier 2022. Et donc, par après, le service fédéral des pensions a repris la main pour lancer un marché et c'est Etias Pension Fund OFP qui a remporté celui-ci. Nous avions, en tant que province, donc adhéré à celui-ci, à ce marché. Et donc là, ce sont ici les formalités administratives qui vont se dérouler évidemment par le fait d'adhérer à différents documents. Vous avez la liste, donc notamment le règlement de pension, le plan de financement, le règlement d'assurance au groupe, la déclaration de principe, la convention de gestion et la convention cadre. Et alors, parce que le point vient aujourd'hui, c'est aussi la désignation d'un représentant de la province au sein de l'Assemblée générale d'Etias Pension Fund, et on vous propose de désigner Monsieur le directeur général. Merci Stéphane. Discussion sur ce point. Dominique. Mais c'est pas sur ce point-là. J'ai dû quitter. Donc c'était concernant le point concernant le remplacement de Madame Neu au niveau de Céréales. Et je m'étonne quand même que la démission de Madame Neu, de Marie Neu, ait eu lieu de mémoire au 30 juin ou le 9 juin. Voilà, le 9 juin, comme le précise Suzette. Notre amie Suzette, et on en parle maintenant, quoi. Donc, j'ai un peu de la compréhension par rapport au laps de temps quand même relativement long entre l'annonce de cette démission, donc je le rappelle, le 9 juin de cette année-ci, et ce conseil provincial. Donc, je me demande qu'est-ce qui peut expliquer que cette longue période ait eu lieu entre la démission de Marie Neu et le point qui passe maintenant au niveau du conseil provincial. Donc, la prochaine fois, Dominique, sois quand même un peu plus attentif, hein, parce que si on revient à chaque fois en arrière, Président, il faut être un peu plus réactif. Hein.
J'étais pas là. J'étais parti au petit coin, président. Oh, Ah, oui, ben donc voilà, il y a des impératifs physiologiques qui s'imposent, président. Donc Allez. vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir de devoir partir au petit coin. Ah oui, là, j'ai là. Hein. Ça va Allez. vite devenir alors là, ça va être compliqué, hein, président. Allez, revenons aux choses sérieuses. Coralie. Et je l'ai dit dans mon préambule. Hein. Coralie. Peut-être que le directeur général me complétera, mais effectivement, moi, je me souviens avoir porté ce point à l'ordre du jour de nos discussions, en même temps que l'ensemble des autres remplacements qui découlaient de mon changement, enfin, de l'échange de fonctions que nous opérions avec Bernard. Et il se trouve que par rapport au CA de céréales, il y a une vérification juridique qui devait se faire par rapport au fait de savoir si c'était effectivement une désignation du conseil ou si c'était une représentation je ne vais pas dire selon la clé d'Hunt ou en tout cas selon un autre mécanisme qui peut présider. Et une fois que cette confirmation-là a été obtenue, qu'il fallait effectivement passer au conseil provincial, nous y voilà. Mais je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, Pierre-Henri. Et pour compléter, mais c'est vraiment tout à fait pratique, c'est que dans le même courrier, Madame Neu a démissionné comme agent provincial et de ses mandats. Et en fait, on l'a traité au niveau du service du personnel et pas au niveau du service des mandats. C'est pour ça que ça a du retard. Tout était dans la même lettre et on n'a pas compris ça à ce moment-là. Oui, c'est ça. Oui, il y a eu deux. Oui, il y a une seule démission, mais qui a eu des conséquences dans, je dirais, deux silos différents, quoi. Oui, voilà, qui explique le. Et au fur et à mesure des contacts avec les organismes, on a procédé aux vérifications, en fait. Enfin, vous comprendrez que nous, on s'interroge. Voilà, tout est arrangé, pas de problème. Et j'ai déjà rencontré plusieurs fois Céréales depuis mon entrée en fonction pour pouvoir aussi faire le point sur le fonctionnement. Donc, il n'y a pas de difficulté. Les échanges se font avec la province, même s'il y a eu ce petit intermède. Merci. Voilà, on revient au point 2A2. S'il n'y a personne aux toilettes, on peut voter. On peut passer au vote. Excuse-moi, Dominique, c'était en boutade. Ben non. Non. Votez quand même. Hein. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Alors nous passons à toute une série de mandats impératifs, en commençant par l'Assemblée générale ordinaire de IMIO. Y a-t-il des demandes de parole pour ce point? Donc on propose un vote positif sur les différents points portés à l'Assemblée générale à l'ordre du jour. Dominique, le micro est ouvert. Hein? Allez, on vote. Fermeture des votes, même exercice pour le BEP crématorium, mais pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Des questions, des demandes de précision? On peut passer au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. On passe à l'Assemblée générale ordinaire d'Essétia, le 20 décembre à Liège. Des questions? Votons. Fermeture des votes, unanimité, merci. Assemblée générale d'Essétia Finance, même date, même heure. Pas de questions. Votons. Bref. Unanimité, je vous remercie. Alors, on vous propose
de faire passer au point suivant un véhicule Ford Transit immatriculé à la province en faveur de l'ASBL Aube. Nathalie, un petit mot d'explication. Coralie. Pas de souci, Président. Oui, il s'agit simplement ici d'un transfert d'un véhicule qui était précédemment au niveau du centre d'hébergement de Miroir vers la SBL Aube. C'est une petite camionnette frigorifique qui est amortie de toute façon dans le budget provincial et qui pourra servir à Aube vu qu'elle ne sert plus aux services provinciaux. Merci Coralie. Discussion sur cette proposition. Ben, votons. Riève. Unanimité, je vous remercie. Point suivant, direction financière. On vous propose de modifier les désignations de receveurs spéciaux dans les services et institutions de la province. Il s'agit principalement de 2 changements au niveau de services résidentiels et donc c'est l'occasion de repasser la liste complète des receveurs spéciaux dans les institutions provinciales. Merci Coralie. Pas de discussion, passons au vote. Fermeture des votes, unanimité, merci. Alors, point suivant, où on vous propose de déléguer au Collège provincial la compétence d'octroi des subventions pour l'année 2023 lorsqu'elles figurent nominativement au budget. Stéphane, Coralie. Merci, Président. Donc, à l'instar effectivement des décisions prises précédemment, le Collège peut avoir la délégation pour pouvoir octroyer les subventions dans 3 cas de figure, lorsqu'elles sont nominatives au budget que nous venons de voter le mois dernier, quand il s'agit de subventions en nature ou qu'elles sont urgentes. Donc, c'est habituellement. Pas de questions? Ben, votons. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Suite à quelques modifications administratives demandées par la tutelle, le Collège propose de reporter le point concernant la modification du règlement relatif aux modalités d'accès, de fonctionnement et redevance du service provincial du prêt de matériel et transport. Donc, ça reviendra lors d'un prochain conseil. Oui. Voir alors l'avis de la tutelle et les modifications demandées. Pas de problème, hein? Oui. On mettra Merci. sur le portail. Merci. Pas de problème. Je vous propose de poursuivre avec le point sur les points cultes et laïcité. On vous demande tout d'abord d'émettre un avis sur la modification numéro 3 du budget 2022 de l'établissement d'assistance morale de la province de Luxembourg. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, nous sommes ici dans une MB3 qui fait une rectification pour certains postes, mais ce sont changements, donc ce sont des hausses et des baisses qui se compensent, et donc il n'y a pas de modification par rapport au résultat final du budget qui reste donc à 488 438. Donc, c'est simplement des modifications dans les articles avec des plus et des moins. Merci. Suzette. Oui, Monsieur le Président. Moi, simplement, je trouvais qu'au point de vue des frais de correspondance, 2 500 €, vu qu'on envoie de moins en moins de courriers, je trouvais que c'était un peu élevé. Et la même chose pour les frais de déplacement, 5 000 €. Enfin, voilà. C'est simplement pour vous donner mon sentiment. Merci, Suzette. On peut passer au vote. Fermeture des votes, unanimité. Merci. Point suivant. On nous demande de donner un avis sur le budget de la mosquée de Bertry. Oui, donc nous sommes sur le budget 2022 de la mosquée Ayoub Sultan de Bertry.
Donc, les crédits sont en diminution par rapport aux crédits de 2021, à l'exception des dépenses d'eau qui sont légèrement, d'éclairage et de chauffage qui sont légèrement en hausse. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune intervention provinciale, ordinaire ou extraordinaire qui n'est inscrite dans le budget. Et ce résultat est positif et s'élève à 5 000 €. On vous propose donc d'émettre un avis favorable sur la proposition de budget 2022. Merci Stéphane. Pas de demande de parole. Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité. Alors, toujours pour la même mosquée, on vous demande un avis sur le compte 2021. Oui, tout à fait. Donc, compte 2021 de la mosquée de Bertry, dont on vient de voter un avis sur le budget. Donc, ici, on remarque qu'il y a, après analyse du compte, qu'il y a une observation principale qui est l'installation d'une nouvelle chaudière, en fait, qui n'était pas prévue au budget initial et qui a été imputée sur un article de dépenses ordinaires alors qu'il devait l'être sur un article de dépenses extraordinaires. Sinon, voilà, donc c'est la seule remarque qu'il y a lieu. Et la contribution provinciale pour les dépenses dues sont à de 1 412,99 € pour l'année 2021. Et donc, on vous demande également d'émettre un avis favorable sur ce compte 2021 de la mosquée de Bertry. Merci Stéphane. Michel. Oui, Monsieur le Président, mais simplement une petite remarque formelle. Est-ce qu'on n'aurait pas dû passer d'abord le compte et puis le budget? Voilà, mais... J'ai fait exactement la même... Voilà. J'ai eu la même réflexion. Grand voilà, esprit. mais j'ai suivi l'ordre du jour, mais j'ai eu la même réflexion hier en préparant mon conseil. Mais chez nous, on passe toujours d'abord le budget 2023 avant le compte 2022. Oui, mais ici, c'est 2022-2021. Ici, c'est 21-22. Moi, je veux bien, mais bon. Voilà. Enfin, tu as raison. Merci, Monsieur le Président. Votre solidarité, mon ordre. Le collège peut en témoigner. Oui. C'est vrai. Hein? Tout à fait. Bon. Mais non, mais c'était imprimé comme ça. Voilà. Allez, passons au vote. Fermeture des votes, unanimité. Patrimoine vous propose de vendre des terrains à Miroir. Marie-Ève. Oui, comme vous le savez, donc la province était propriétaire de lotissements comprenant 6 lots à Miroir. Donc les lots 1, 2 ont été vendus en 2015 et le lot 4 a été vendu en 2021. Et donc ici, on parle de la vente donc du lot 3, 5 et 6. Alors concrètement, il y avait des conditions qui avaient été exigées par rapport à la vente de ces lots, à savoir l'obligation de construire dans les 5 ans l'achat du terrain, l'obligation d'occuper personnellement le bien et de rester propriétaire pendant une durée minimale de 10 ans, ainsi que l'acquisition qui doivent se faire en personne physique. Et donc, ces conditions-là sont bien intégrées dans le projet d'acte, dans les projets d'acte. Alors, au niveau des montants, donc le lot 3, le prix s'élève à 48 450 €, le lot 5, 49 350 et le lot 6 à 50 475 €. Et donc, il est proposé de marquer accord sur les projets d'acte. Merci. Marie-Ève pour la présentation. Suzette. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je suis très étonnée du prix peu élevé pour 20 arts. Je n'y connais pas grand-chose, mais les prix des endroits, des places à bâtir, c'est le prix de 10 arts. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que je ne comprends pas très bien pourquoi c'est si bon marché. Alors, donc au niveau de l'estimation, elle a été réalisée en 2015 et donc effectivement, j'ai sollicité le notaire par rapport à l'évolution, en tout cas à l'estimation, et donc il m'a répondu cette semaine qu'en fait effectivement les terrains ont pris de la valeur, mais la difficulté c'est qu'il y a vraiment des obligations par rapport à la vente, donc l'obligation de construire en déant les 5 ans, de rester domicilié 10 ans minimum, et donc ça a vraiment un impact par rapport à l'évolution des prix. Et donc s'il n'y avait pas eu d'obligation, effectivement, il y aurait une évolution par rapport au prix, mais au stade actuel, donc c'est en tout cas, il n'y a pas d'évolution selon le notaire par rapport à l'estimation. Et il faut savoir aussi qu'on a eu pas mal de difficultés à trouver des acquéreurs qui répondent aussi aux conditions.
Ah bon, pourtant, il y a beaucoup de jeunes ménages qui cherchent à bâtir, justement, et sur un terrain de 20 arts, ça doit être quand même recherché. Je ne comprends pas pourquoi dans une commune, en plus à Miroir, où c'est une des plus belles communes de la Belgique, vous avez des difficultés. Mais enfin, bon. Ben voilà, moi je me réfère en tout cas à la position du notaire et voilà, j'ai confiance en tout cas par rapport à ces dires, on va dire. Merci, Michel. Oui, Monsieur le Président, mais moi, je souhaiterais alors avoir cette communication écrite que vous avez eue avec le notaire. Je suis un petit peu comme Suzette, un peu étonné que des obligations qui ont été sollicitées par le collège aient un tel impact sur le prix d'un terrain, puisque, grosso modo, ce que je vais vous dire n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a une partie qui est en zone forestière, donc c'est difficile d'appréhender le prix exact, mais on est pratiquement à la moitié du prix d'un terrain dans n'importe quelle commune du Luxembourg, hormis celle du Sud, où alors là, on se trouve évidemment à des prix nettement plus élevés. Je suis d'autant plus surpris que dans le projet d'acte et donc qui reprend les décisions du Collège provincial du 24 septembre 2015 et du 30 janvier 2020, certes, il y a des obligations, ça c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse attendre, mais il n'y a pas de sanctions. Alors, comment est-ce que vous allez faire lorsque vous constaterez que ces personnes n'ont pas respecté vos conditions ? Donc, s'il y a des problèmes par rapport aux obligations, donc ça viendra au niveau du tribunal, parce qu'effectivement, il n'y a pas de sanction qui avait été prévue, parce que ça allait compliquer, entre guillemets, donc la mise en place de ce dispositif. Mais donc, voilà, s'il y a des problèmes par rapport à l'obligation, mais je ne pense pas qu'il y en aura, en tout cas, à ce stade-ci, voilà, on ira en justice, tout simplement. Et par rapport, donc, à la communication, je peux te la donner dès à présent. Donc, c'est un mail qui date du samedi 19 novembre, et donc de notre notaire qui est le maître Maquet. Donc, si tu veux, je peux le donner par rapport à l'estimation de suite. Parfait, mais évidemment, je ne partage pas du tout ton avis en ce qui concerne les difficultés de mettre en place cette disposition. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu nulle part qu'on avait une obligation qui n'était pas assortie à une sanction, ou plutôt une sanction qui était assortie à une obligation. On sait bien que si on met une obligation et qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a évidemment aucun suivi possible. Alors, on ira en justice, oui, ça c'est sûr. Mais la justice, à mon avis, on va déjà avoir un point de faiblesse qui est le fait que ça ne se trouvait pas dans l'acte de base initial. Et donc, à mon avis, on va nous rembarrer. Donc, si je lis maintenant l'ensemble des remarques qui vous sont faites, mais pour nous, c'est évidemment pas possible d'accepter une vente à ce prix-là, n'ayant pas d'obligation établie avec une sanction. Donc nous, on n'acceptera pas cette vente, considérant ces éléments-là. Et moi, je ne pense pas qu'on ait encore beaucoup de terrain à vendre, mais je vous invite à l'avenir à bien assortir les obligations avec des sanctions. Merci, Michel. D'autres demandes de parole ? Dominique. En préciser, donc abonder dans le sens de Michel, ça se fait au niveau communal. Hein. Donc, moi, j'ai un peu beaucoup de peine à comprendre quand même la remarque de Marie-Ève. C'est ce qu'on fait au niveau communal. Hein. Donc, pourquoi ici ne pourrait-on pas le faire ? Ça me semble un petit peu limite comme réponse. Voilà, je pense que de toute façon, les négociations avec les acquéreurs ont déjà été très loin. Et voilà, ce sont nos derniers lots. Donc, je vois mal changer, en tout cas, les règles du jeu en cours de route, alors que tout a déjà été balisé avec les acquéreurs. Et d'autre part, je le répète, c'était déjà compliqué de trouver des personnes intéressées. Je trouve que voilà, c'est peut-être mettre à mal, en tout cas, la vente, de remettre tout à plat maintenant. Michel. Monsieur le Président, je reprécise quand même quelque chose. Hein, ça n'a rien à voir avec la négociation avec les amateurs. Ce sont des décisions du Collège provincial du 24 septembre 2015 et du 30 janvier 2020. Je m'excuse, mais c'est le Collège provincial qui a décidé de conditions et de ne pas les assortir de sanctions. Donc, ce n'est pas une négociation. 2,
est-ce que réellement, peut-être on a peut-être du mal à les vendre, on sait combien le marché aujourd'hui, c'est vrai, est délicat, mais moi je reste persuadé que le marché immobilier, il y aura une reprise, et donc voilà, tous ces éléments-là font que nous, qui sommes responsables de la gestion du patrimoine immobilier, on trouve qu'au niveau immobilier et au niveau financier, ce n'est pas une bonne opération pour la province. Merci Michel Suzette. C'est parce que Marie-Ève dit que vous iriez en justice au cas où, mais je vois que dans tout ce qui était écrit, obligation de bâtir. C'était écrit, il n'y a aucune obligation de bâtir dans un délai déterminé sur les biens faisant partie du lotissement. Ce qui est mis comme obligation de bâtir, c'est noté dans le complément provincial. Oui, et ça prime, en fait, tu vois, donc tu as page 4, Ça prime, effectivement, ça. obligation Oui. de bâtir. Oui, je vais vérifier. Mais par après, tu as disposition, complément par rapport aux obligations, et donc ces conditions priment par rapport à ce qui a été écrit auparavant. Oui, parce que si vous prenez la peine de confirmer qu'il faut bâtir alors que c'était marqué qu'on n'était pas obligé de bâtir, je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas la peine de mettre des sanctions si on ne construit pas. Enfin, c'est un peu paradoxal d'ajouter qu'il faut bâtir et de ne pas mettre des sanctions si on ne bâtit pas pour le prix que... Parce que moi aussi, j'ai un peu du mal avec ça. Je trouve que quand on voit le prix des terrains, les jeunes qui cherchent à construire maintenant, en plus, avoir 10 arts, c'est un luxe. Et ici, ils ont 20 arts, plus la forêt qui est indissociable. Donc, parfois, 9 arts en plus de forêt. C'est énorme. Hein. Enfin... Je serais jeune, je serais très contente d'avoir un terrain de cette grandeur-là pour le prix, quoi. Enfin, mais voilà, c'est provincial, donc ça doit faire plaisir à beaucoup de monde. Pas... Merci Suzette. Michel. Oui, juste une remarque technique, Monsieur le Président. Si, l'acte du notaire est évidemment totalement conforme parce que lui, il doit faire deux choses. Il doit retranscrire les conditions qui se trouvent dans l'acte de base initial, qui était initialement pas d'obligation de construire, et puis il doit bien sûr en complément retranscrire les décisions du collège provincial. Voilà pourquoi ces deux éléments qui peuvent paraître Suzette antinomiques ne sont en rien antinomiques, puisqu'il y a une suite logique dans les décisions. Mais ça ne change rien au fait que vos deux décisions du collège, elles sont, comment dire, faméliques. Merci Guirec. Oui, merci. Je voulais dire que pour notre groupe, qu'on allait suivre la position du MR. On n'avait pas aussi bien analysé le dossier qu'eux, mais on est tout à fait d'accord. Merci. Simon. Oui, merci. Pour être sûr d'avoir bien compris, donc si l'acquéreur revend le terrain et fait une plus-value dessus, comment est-ce que ça se passe? Mais il doit quand même rester propriétaire 10 ans. Il doit construire, donc il y a quand même des obligations. Il doit construire en dehors les 5 ans, il doit habiter, rester propriétaire 10 ans. Donc s'il ne le fait pas, donc il n'y a pas de sanction. S'il ne le fait pas, c'est en justice, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous allez mettre un agent provincial devant le terrain pour être certain qu'il n'y a pas de changement, ou comment est-ce que vous allez être averti? On a quand même une vue sur les terrains qui nous appartiennent. Donc, on a des agents qui travaillent tous les jours à Miroir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est prévu. On vérifie quand même comment ça se passe. Donc, je sais qu'il y a déjà une maison qui est construite sur les terrains qui ont été vendus. Et donc, régulièrement, on s'assure, en fonction des délais, que ça puisse bien avancer également. C'est tout de même impressionnant. Moi, je vois à l'église, on a aussi quelques petits lotissements communaux. On a fait un cahier des charges qui précise, par exemple, que lorsqu'un terrain est revendu et qu'il y a une plus-value, là, dans les X années, la plus-value doit être versée intégralement à la caisse communale. On a eu le cas d'un ou l'autre terrain qui était revendu avec une plus-value et les gens ont reversé le surplus à la commune. Je pense que si une commune est capable de faire un cahier des charges de cet ordre-là, la province devrait pouvoir y arriver aussi. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage
ça fait très amateur. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Et même totalement. Voilà, ce n'est pas. Ça ne donne pas une belle image de la province de monter un dossier de cette manière-là. Bon, Voilà. ça, je ne te permets pas de critiquer la manière dont mes services ont monté les dossiers. Et moi, je fais confiance totalement. Oui. Je critiquais la décision politique et je ne demandais aucune autorisation. De toute façon, ce n'est pas la question. Il y a des conditions qui ont été fixées C'était pas dans la logique. Hein. en 2015 à la base, qui n'ont pas été modifiées depuis. Et c'est souvent les mêmes conditions que l'on retrouve également au niveau communal, avec l'obligation évidemment qu'on ne fasse pas de la spéculation sur ces terrains-là. Donc c'est un... Donc c'était non. Mais si, je l'ai moi-même fait des lotissements et les conditions étaient identiques. Voilà. Mais ça, on peut comprendre. On peut comprendre comment la vente peut-être, il y aura des dédommagements de la personne qui devra, si elle ne respecte pas. Voilà. Continuons. Olivier. Oui, donc pour continuer là-dessus, donc moi je prends mon règlement communal. Si l'acheteur ne respecte pas la clause de construction en durant les 4 ans, donc au lieu de 5 ici, et qu'il n'a pas commencé les travaux, il devra rembourser pendant 4 ans à raison de 25% par an l'abattement qu'il a obtenu. Et si après un délai de 8 ans, l'acheteur n'a pas débuté sa construction, il devra restituer le terrain à la commune. La sanction, elle est claire. Tu ne fais pas ton travail, tu le rétrocèdes. Point. Et en cas de vente anticipée, si le terrain n'est pas construit, il devrait être rétrocédé à la commune au prix acheté et les demandeurs devront s'acquitter de 5% de frais administratifs en plus. Voilà, il y a des sanctions prévues dans le règlement. Ici, il y a, le gars il ne construit pas, faudra aller en justice, ça va coûter à nous, à la province, et on a. Est-ce qu'on est sûr de gagner? Peut-être pas, est-ce que les conditions ne sont pas fixées à la base? Donc les règles du jeu ne sont pas claires au début pour le candidat acquéreur. Ici, dans un règlement. Les conditions fixées, il s'engage à les respecter. Il y a aussi une sorte de confiance. Il s'engage à les respecter. Conscience, ici, c'est un règlement, point. Il signe un papier dans lequel il s'engage à les respecter. Là, tu as une rétrocession, mais oui, mais ça, c'est un règlement. Donc là, on a un acte juridique, c'est inclus dans l'acte notarial. Donc, s'il ne le respecte pas, mais il ne respecte pas son acte notarial non plus. Hein. Je tiens à rappeler aussi qu'en 2021, qu'on a vendu le terrain, il n'y a jamais eu aucune discussion par rapport à tout ça. Hein. Donc, alors que c'est exactement le même acte. Là, vous pouviez effectivement reprendre le terrain sans passer par la formule judiciaire. Hein. Donc il y va de l'intérêt de notre patrimoine. Enfin, moi, je pense que ce débat-là, on n'aurait même pas dû l'avoir. Hein. De jeu alors que le début des lots a été vendu. En 2021, le lot a été vendu selon les mêmes descriptifs. Hein, et là, il n'y avait jamais eu aucune discussion ici en conseil. OK, mais en tout cas, aujourd'hui, vous nous proposez la vente de 2 lots ou de 3 lots. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous auriez dû mettre une obligation. C'est une décision pure du collège. Ce n'est pas des décisions qui sont venues au conseil provincial. Si vous aviez proposé ces décisions au conseil provincial, on vous l'aurait dit. Hein. En 2021, c'est passé en conseil provincial. Oui, le projet d'acte est passé. C'est le projet d'acte, oui. Le projet d'acte. Mais vos décisions, excusez-moi, vos décisions qui sont entachées d'amateurisme, je reprends le terme de Simon, elles sont là et c'est vous qui les avez prises. Oh, tout de suite les grands mots. Vincent. Donc, je voudrais quand même vous donner une information à tout le monde. Inscrire dans un acte qui a une obligation de construire sans aucune sanction, vous nous dites c'est la justice qui décidera, mais dites-moi, moi je suis juge, mettez-vous à la place du juge, il lira le texte et il dira vous n'avez pas prévu de sanction, c'est pas un élément essentiel, vous ne l'avez pas fait, donc voilà, il n'y a pas de sanction. Donc non seulement vous irez en justice, vous payerez les frais, mais vous perdrez, parce que s'il n'y a rien dit, donc c'est totalement... Ne l'inscrivez pas en cas d'obligation de bâtir. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc ne vous faites pas d'illusions, parce que botter en touche, dire la justice, comme si c'était le bon Dieu qui va trouver une solution en équité de quelque chose. Non, ils vont lire le texte. Merci. On va pas préjuger d'un
Non, mais c'est d'un pas, là, je éventuel ne préjuge conflit. pas. Et Je veux informer non, mais tout le on a bien Conseil compris, sur le fait le qu'il n'y message. aura pas, C'est clair, hein, on a il n'y bien aura compris pas le de message. sanctions, Mais non, même en justice. on verra bien, on va pas voir un éventuel Non, il n'y a conflit. pas de on verra bien. Et on se donne rendez-vous dans 5 ans, un état des lieux par rapport on au verra Constitution. bien, je vous informe et je mets au défi quelque juriste que ce soit ici, de me dire qu'il y a un juge qui prononcera une sanction. Il n'y aura pas de juge, il n'y a pas à discuter, il n'y aura pas de sanction. Dire la justice fera ce qu'on n'a pas fait, vous oubliez. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les choses soient claires. Dominique Élie-Pillon, clôture. Oui, Président, c'est pas non plus le président du collège qui décide si la discussion se clôture ou pas, hein, premièrement. Deuxièmement, moi j'ai 2 points à ajouter. Le premier… C'est le règlement d'ordre intérieur. C'est pas toi qui dois faire respecter le règlement d'ordre intérieur. Ben non. Merci Stéphane. Exprime-toi, Dominique, sur le point, s'il te plaît. Ben bon, il faut quand même rappeler certaines choses ici. Hein. Donc, le premier point, un prix préférentiel, Simon l'a rappelé et d'autres aussi l'ont évoqué, évidemment qu'on le fait aussi au niveau communal. Quand on fait un prix préférentiel, et ça répond à l'interrogation tout à fait légitime de Suzette, ça doit toujours être assorti de conditions. Les conditions, vous les mettez. Donc, par définition, quand ces conditions sont fixées, il faut des sanctions. Enfin, voilà, ça peut pas se faire autrement. Alors, le deuxième point, Marie-Ève, quand tu parles de décisions qui ont été prises au niveau collégial et que tu viens maintenant nous reprocher de ne pas l'avoir signalé plus tôt, moi je ne peux pas accepter ça. Hein. Ces décisions… C'est pas ce que j'ai dit. Non, si, c'est ce que tu as dit. Donc les décisions de type collégial sont bel et bien prises au collège. Elles ne passent pas ici au niveau du conseil provincial. Donc il est tout à fait normal que nous, on ne réagisse pas. On réagit aujourd'hui parce qu'effectivement, on a pris le temps de consulter d'une manière très pointue, grâce aussi à l'expertise de Michel, qui est notaire, de lire l'ensemble de l'acte. Et donc, c'est bel et bien là qu'on voit qu'il y a un souci et qu'il y a un problème qui est lié à des prises de décision qui vous appartiennent en totalité parce que vous êtes en majorité depuis 2006. C'est votre responsabilité à vous, ça. Hein. Donc, nous, on ne va pas changer de position par rapport à ça. Ce dossier, et ce n'est pas le premier, n'est pas bien ficelé et on peut s'attendre, malheureusement, à des soucis à ce niveau-là. Alors, on peut espérer, comme l'a dit Stéphane, à ce qu'il n'y ait pas de problème, mais ce sera parce qu'on a du bol. Et donc, ça ne va pas. Ce n'est pas de la bonne gestion. Au niveau communal, quand on prend ce genre de décision, on les assortit systématiquement d'une sanction parce que le but est bel et bien que ce soit des gens qui viennent habiter sur le terrain qui soient sélectionnés. Et ici, vous ne faites pas en sorte que ce soit le cas. Et ça ne va pas. Je dis juste que l'acte qui a été voté par le Conseil en 2021 était exactement le même que celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sanctions prévues. Et à l'époque, quand c'est passé en 2021, en février 2021, il n'y a pas eu tout ce débat-là, ni tout ce cinéma-là par rapport aux sanctions. C'est tout ce que je dis. Ça, inadmissible. Mais pourquoi est-ce qu'en 2021, vous n'êtes pas venu avec on est tout en ça train alors de parler de notre patrimoine commun. Ce patrimoine commun, aujourd'hui, vous le vendez de manière légère. Et c'est ça qu'on dénonce. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça. La seule chose, et moi, je vais faire amende honorable, je suis désolé, je le dis à tous, de ne pas l'avoir vu déjà en février 2021. Mais moi, je vous invite à faire la même amende honorable à propos des conditions et de l'absence de sanctions aujourd'hui. Élie. Oui, Président, merci. Je pense qu'il y a 2-3 petites choses avant de proposer que l'on passe au vote, et ce n'est pas à moi de proposer, c'est bien au Président. Les prix ont été effectivement fixés en toute transparence et validés par un notaire. Assortir ces 3 ventes d'une sanction, de mon point de vue, aurait effectivement été plus prudent. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais amende honorable en tant que chef de groupe du mouvement Les Engagés. Le collège assume aujourd'hui sa proposition. Nous, en tout cas, nous allons suivre le collège dans cette proposition. Effectivement, c'est aussi assorti de commentaires par rapport à des lots qu'on a déjà vendus dans les mêmes conditions en 2021. Donc, pourquoi sanctionner
cette fois-ci, alors qu'on est dans le même cadre, dans les mêmes lots, au même endroit. Donc, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer à ces futurs acheteurs ou à ces acheteurs potentiels d'aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenant un engagement au niveau du collège, effectivement, de modifier les ventes futures en assortissant, comme on le fait effectivement dans les communes, de sanctions. Mais bon, quelque part, je pense que les obligations qui sont là, c'est ce qu'on essaye toujours de faire dans nos communes. C'est l'obligation de construire, c'est le fait que ça soit réservé à une famille qui n'a pas encore de maison. Donc, moi, je trouve que c'est bien, les obligations. Et quelque part, l'acquéreur, c'est un engagement moral. Et je suis aussi le raisonnement de Vincent. Je crois qu'on doit s'en tenir à cet engagement moral et que, quelque part, il n'y aura évidemment pas de suite en justice si les acheteurs ne suivent pas ces obligations. On le sait bien, ça ne donnera rien, ou en tout cas, si on va en justice, on en parlera encore dans 10 ans. Voilà, mais en tout cas, nous allons suivre la proposition qui est faite. Francis. Une simple question, notamment Marie-Ève qui a parlé pour une parcelle en tous les cas de levage de bois, c'est bien cela? Oui, il y a une petite zone en fait forestière qui est accolée. C'est dans une seule parcelle? Non, c'est dans toutes. C'est dans toutes. Oui, oui. Et alors, est-ce que ces bois, ce sont des bois exploitables? Il n'y a rien dessus. C'est en zone forestière, mais il n'y a rien dessus. Voilà, je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Donc, on vote sur la proposition du collège. Résultat des votes, 21 oui, 4 abstentions et 12 non. Je vous remercie. On arrive aux subventions où vous avez eu le rapport mensuel du collège sur les liquidations par délégation. Et on commence par tourisme, il n'y a pas de subvention. Culture et sport. Écran, s'il te plaît. Dominique. C'est une remarque générale sur l'ensemble des subventions, Président. Voilà, donc j'ai reçu en fait un mail hier de l'employé communal Rochoise qui s'occupe de l'enseignement et je vais lire le mail, comme ça il n'y aura pas de suspicion d'interprétation de ma part. Dominique, virgule, cette semaine, CB, donc c'est une directrice générale, pardon, d'une école communale à mi-temps. Ouais. C'est pas toi, Coralie, c'est CB. Mais il y a quand même un lien par rapport à ta commune de cœur. À signaler que les écoles ne bénéficiaient plus de 20% chez Bricolux, mais 2% pour toute commande en ligne. MC, une autre directrice d'une autre école, puisqu'on a 3 directrices sur la commune, vient de me téléphoner après avoir contacté Bricolux et me signale que l'accord cadre avec la province avait pris fin le 30 juin, et que Bricolux était toujours en attente de la signature du nouvel accord avec la province. MC se demandait si tu ne pouvais pas intervenir auprès de la province. Voilà, donc c'est fait. Donc ici, ma question est très simple. Qu'est-ce qui se passe avec cet accord cadre? Est-ce que vous pouvez rapidement signer cet accord cadre? Voilà, moi je ne sais pas trop bien de quoi on parle. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une remise qui était octroyée par la société en question parce que justement il y avait une signature de votre part de la province. Donc, ils avaient droit à une réduction de 20% et que maintenant, cette réduction tombe à l'eau et qu'inévitablement, ce sont les parents qui vont devoir payer la différence entre ce qui était octroyé précédemment et ce qui n'est plus aujourd'hui, c'est-à-dire 18%. On est un peu en dehors des subventions, hein, Dominique. Oui, mais on est en dehors, oui et non, hein, Président. Il y a une question orale aurait pu porter sur ce point. Ah, une question orale. Moi, j'ai reçu ce mail hier. Oui.
Oui, donc je suis désolé, mais on va quand même essayer de te répondre. Je sais pas, Nathalie, tu as une réponse à donner à Dominique? Ah, mais je sur ne ça? demande pas nécessairement une réponse. Je demande en tout cas c'est qu'on prenne le dossier en main et que très rapidement on réponde à cette problématique. Je parle bel et bien ici d'une date du 30 juin. Hein. 30 juin. Hein. Donc, je vais prendre les renseignements dès que le collège est terminé, que le conseil est terminé, pardon, excuse-moi, pour connaître l'état de renouvellement de la centrale ou en tout cas ce qui pourrait poser problème, parce qu'en tout cas, il n'y a rien qui, depuis le mois de juin, a permis que mon attention soit attirée sur quelque chose qui poserait souci et qui empêcherait le renouvellement. Donc là, maintenant, j'ai pas d'informations, mais avant la fin de la journée, je pourrais les avoir. Donc, je transmets ça à Coralie. Tu peux me l'envoyer, oui, sans problème. Ça va, je fais ça tout de suite. Merci. C'est normal. Merci. Allez, revenons aux subventions culture et sport. Nathalie a été généreuse. Toutes les bourses sport. Hein. Oui, donc il y a effectivement toutes les bourses sport. Jessica. Oui, mais justement, c'est par rapport aux bourses sport, pardon, que je voudrais prendre la parole parce que je pense qu'on a actuellement d'excellents sportifs quand même dans notre province et c'est à souligner. Dans les élites actuelles, il y en a plusieurs qui ont bénéficié des bourses précédemment et donc ici, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, cette année-ci, c'est qu'il y a des nouvelles disciplines qui arrivent dans les bourses. Donc c'est vraiment encourageant et on ne peut que souhaiter à ces jeunes de pouvoir suivre l'exemple de plusieurs de leurs aînés. Je ne vais pas citer de noms parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont réussi ou qui réussissent actuellement au plus haut niveau. Et je ne voudrais pas en oublier, mais en tout cas, c'est assez encourageant et réjouissant, je trouve, de voir une belle jeunesse sportive performer à haut niveau. Merci Jessica, c'est vrai que c'est encourageant pour nos jeunes. Et féminine aussi, tu as oublié de dire ça. Tout à fait. Un pas osé. Pas d'autres questions sur ces subventions? Alors, nous arrivons aux événements incontournables, où on a une subvention de 7 500 € au profit de l'ASBL Godefroy d'Arlon. Donc, remise des Godefroy demain à Bertry. Beaucoup de choses à Bertry en décembre. Hein? Pas de problème. Et alors, nous arrivons au pôle technique services aux communes et environnement, une subvention en faveur de l'ULG. Est-il des questions? Souhaitez-vous un vote particulier? Oui? Non, c'est dépassé. Souhaitez-vous un vote particulier pour une de ces subventions? Vote global? Votons. Unanimité. Je vous remercie. C'est ainsi que se termine la séance publique de notre Conseil. Merci à nos caméramans, à la presse d'avoir participé à cette session. Ouais, mais...